Tu n'es pas aveugle, c'est ta femme qui met quelque chose dans ta nourriture, dit la petite fille de la rue à l'homme riche. Alexandre Dubois se promenait sur la place du village de la petite ville côtière où il vivait depuis 15 ans, s'appuyant sur le bras de son épouse, Lucie. Ses lunettes noires ne parvenaient pas à cacher la confusion qui envahissait ses pensées ces derniers mois, lorsque sa vision commença à faiblir mystérieusement, laissant les médecins sans réponse. C'est au cours d'une de ses promenades matinales qu'il sentit une petite main toucher délicatement son front. Une fillette de pas plus de 10 ans, vêtue d'un sweat à capuche violet délavé, s'était approchée en silence. « Vous ne voyez pas bien, n'est-ce pas ?» demanda la fillette d'une voix douce mais ferme. Alexandre s'arrêta, surpris. Lucie s'interposa immédiatement entre eux avec un sourire forcé. « Excuse-moi, chérie, mais mon mari est sous traitement et ne peut pas être dérangé, » dit Lucie en essayant d'éloigner la fillette, mais la petite ne bougea pas. Ses yeux noisettes se fixèrent sur ceux d'Alexandre avec une intensité qui le mit mal à l'aise. « Tu n'es pas aveugle, » murmura-t-elle, assez bas pour que lui seul entende. « C'est ta femme qui met quelque chose dans ta nourriture. » Le chaud d'Alexandre s'emballa. Les mots de la fillette résonnèrent dans son esprit comme un coup de tonnerre par temps clair. Lucie, qui n'avait pas bien entendu, tira son mari par le bras. « Allons, Alexandre, nous ne devrions pas écouter ces enfants de la rue. Ils ne veulent que de l'argent. » Mais Alexandre résista un instant, regardant en arrière. La fillette resta là, les observant avec une expression trop sérieuse pour son âge. Il y avait quelque chose dans ses yeux qu'il ne pouvait ignorer, une certitude troublante qui le fit remettre en question tout ce qu'il croyait savoir. Cette nuit-là, Alexandre dîna avec moins d'appétit que d'habitude. Il observa discrètement Lucie préparer son assiette, lui servant la préparation spéciale qu'elle disait être essentielle pour son traitement. Pour la première fois depuis des mois, il prêta une attention réelle au goût légèrement amer qu'il attribuait toujours aux médicaments. « Tu as à peine touché à ton repas, mon amour », commenta Lucie, s'asseyant à côté de lui à la table d'acajou de la salle à manger. « Tu dois bien te nourrir pour récupérer. »« Je n'ai pas beaucoup d'appétit aujourd'hui », répondit Alexandre en repoussant son assiette. Lucie insista comme elle le faisait toujours, mais il resta ferme. Au milieu de la nuit, quelque chose d'étrange se produisit. Sa vision sembla plus nette qu'elle ne l'avait été depuis des semaines. Il put lire clairement les chiffres du réveil numérique sans forcer la vue. Le lendemain matin, Alexandre ressentit une clarté mentale qu'il n'avait pas éprouvée depuis longtemps. Au petit déjeuner, il fit semblant de boire toute la préparation que Lucie avait préparée. Mais en réalité, il en versa la moitié dans le pot de la fougère quand elle alla à la cuisine chercher du sucre. Au parc, la même fillette réapparut. Cette fois, Alexandre prêta attention aux détails qu'il avait ignorés auparavant. Elle était petite et mince, mais ses cheveux étaient propres et coiffés. Ses vêtements, bien que simples, étaient en bon état. Elle ne semblait pas être une enfant complètement abandonnée. « Je savais que vous reviendriez » dit-elle, s'approchant quand Lucie s'éloigna pour prendre un appel. « Comment sais-tu pour ma nourriture » demanda Alexandre, gardant la voix basse. « Parce que je vois tout. Je vis près d'ici et j'observe toujours les gens. Votre femme va à une pharmacie de l'autre côté de la ville. Chaque semaine, elle paie toujours en espèces et n'utilise jamais la pharmacie près de chez vous. » Alexandre sentit un frisson. La fillette continua. « Je m'appelle Manon. J'avais l'habitude de jouer dans ce parc quand j'étais plus petite. Avant. » Elle fit une pause en regardant le sol. « Avant de perdre mes parents. Maintenant, je vis avec ma tante. Mais elle travaille beaucoup. Je passe beaucoup de temps seul et j'ai fini par apprendre à observer les gens. Cher auditeur, si vous appréciez cette histoire, n'hésitez pas à laisser un j'aime et, surtout, à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup, nous qui débutons. Maintenant, poursuivons. « Pourquoi me racontes-tu cela » demanda Alexandre, sincèrement confus. « Parce que j'ai vu mon père vivre la même chose. Ma mère prenait soin de lui quand il est tombé malade. Mais j'ai découvert ensuite qu'elle mentait sur les médicaments, elle voulait garder l'argent de l'assurance. » Alexandre sentit le monde tourner. L'honnêteté crue de la fillette transperça toutes ses défenses. « Tu es en train de dire que ma femme, elle ne vous aime pas vraiment » interrompit Manon avec une tristesse qui ne devrait pas exister chez quelqu'un d'aussi jeune. « Je vois comment elle vous regarde quand elle croit que personne ne la voit. Ce n'est pas de l'amour, c'est différent. » Lucie revint de son appel et Manon s'éloigna rapidement, mais non sans murmurer. « Faites attention à ce qu'elle fait quand elle croit que vous dormez. » Cette nuit-là, Alexandre fit semblant de s'endormir tôt. Vers 23 heures, il l'entendit se lever en silence. À travers ses paupières entr'ouvertes, il la vit prendre son téléphone et sortir sur le balcon. Il parvint à capter des fragments de la conversation. Il se doute de quelque chose. Non, il ne peut pas encore arrêter. Ça doit être progressif. Alexandre sentit le sang lui glacer les veines. Chaque mot confirmait ses pires craintes. Lucie revint quelques minutes plus tard et vérifia s'il dormait toujours en lui touchant légèrement l'épaule. Il contrôla sa respiration pour maintenir la mascarade. Le lendemain,
Alexandre décida d'enquêter par lui-même. Il annula ses réunions de travail et, sans prévenir Lucie, se rendit en voiture à la pharmacie que Manon avait mentionnée. C'était un petit établissement situé dans un quartier discret en périphérie de la ville, exactement le genre d'endroit où quelqu'un irait s'il cherchait la discrétion. Le pharmacien, un homme âgé avec une moustache grise, fut d'abord réticent. Mais quand Alexandre mentionna le nom de Lucie et décrivit son apparence, l'homme devint visiblement mal à l'aise. « Monsieur, je ne peux parler de prescription qu'avec le patient lui-même », dit-il en évitant le regard d'Alexandre. « Je suis le patient », répondit Alexandre en retirant ses lunettes noires. « Et j'ai le droit de savoir ce que ma femme achète en mon nom. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Le pharmacien déplaça nerveusement quelques papiers derrière le comptoir avant de murmurer. « Elle a dit que vous ne pouviez pas venir personnellement en raison de votre condition visuelle. » Alexandre sentit une vague de rage et de nausées simultanées. Quel type de médicaments achète-t-elle? Ce sont des gouttes spéciales pour provoquer une irritation temporaire. Elle a dit que c'était pour un traitement alternatif que le médecin avait recommandé pour stimuler la récupération. Le mensonge était si absurde qu'Alexandre faillit rire. Faillit. Au lieu de cela, il sentit un vide profond se former dans sa poitrine. « Depuis quand achète-t-elle ces gouttes ?»« Environ 4 mois, monsieur. Exactement quand vos problèmes de vision ont commencé. » Alexandre rentra chez lui comme un automate. Son esprit traitait l'information de manière mécanique, essayant de comprendre comment il avait pu être si naïf. Lucie, la femme avec qui il était marié depuis 8 ans, la personne en qui il avait le plus confiance au monde, l'empoisonnait systématiquement. En arrivant chez lui, il trouva Lucie dans la cuisine, préparant son déjeuner spécial. Elle sourit affectueusement quand elle le vit entrer. « Tu es parti tôt aujourd'hui, mon amour. Comment vont tes yeux? »« Un peu mieux, » mentit Alexandre, observant chacun de ses mouvements avec de nouveaux yeux. « Tant mieux, le traitement fonctionne. J'ai préparé ton smoothie préféré. » Alexandre accepta le verre, le porta à ses lèvres, mais ne but pas. « Lucie, tu m'aimes ?» La question la prit par surprise. Elle fit une pause, cuillère à la main, et le regarda avec une expression qu'il n'avait jamais vue auparavant. Pendant une fraction de seconde, Alexandre vit quelque chose de froid et de calculateur dans ses yeux. « Bien sûr que je t'aime, Alexandre. Quelle question étrange. » Elle se remit rapidement, retrouvant son sourire chaleureux. « Prends ton smoothie avant qu'il ne refroidisse. » Alexandre fit semblant de boire le liquide, mais en réalité il le garda dans sa bouche et alla à la salle de bain où il le versa dans le lavabo. Le goût amer resta sur sa langue comme un rappel de la trahison. Cet après-midi-là, il retourna sur la place plus tôt que d'habitude. Manon apparut presque immédiatement, comme si elle l'avait attendu. « Vous avez découvert la vérité, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle en s'asseyant à côté de lui sur le banc. « Comment as-tu su ?»« Ma tante travaille à la pharmacie du centre-ville. Elle m'a dit que votre femme avait posé des questions il y a quelques mois sur des médicaments pour la vue, mais ces questions étaient étranges. Elle voulait savoir ce qui aggrave la vision, pas ce qui l'améliore. » Alexandre ferma les yeux, sentant le poids de la vérité. « Pourquoi m'as-tu aidé, Manon ? » « Parce que personne ne m'a aidé quand mon père en a eu besoin et parce que… » Elle hésita en donnant un coup de pied à un petit caillou sur le sol. « Parce que vous semblez être un papa super, pas comme les autres hommes riches qui passent par ici. » La simplicité de la réponse toucha Alexandre de manière inattendue. Cette fillette, qui avait tant perdu, essayait de le protéger d'une douleur similaire. « Manon, où vis-tu vraiment ?»« Avec ma tante Laetitia. Elle est femme de ménage à plusieurs endroits. Elle travaille beaucoup. Alors je suis seule la plupart du temps. C'est pourquoi je viens sur la place. » Alexandre étudia le visage de la fillette. Il y avait une maturité forcée, résultat de circonstances qu'aucun enfant ne devrait affronter. « Ta tante sait que tu me parles ?»« Non, monsieur. Elle n'aimerait pas. Elle dit que les enfants ne devraient pas se mêler de la vie des adultes. Mais tu t'es mêlé quand même parce que c'était la bonne chose à faire et parce que… » Manon le regarda directement. Parfois, les enfants voient des choses que les adultes ne voient pas. Alexandre passa le reste de l'après-midi à discuter avec Manon, apprenant sur sa vie, ses observations, sa sagesse précoce. Pour la première fois depuis des mois, il ne pensa ni à Lucie ni à sa vue. Il pensa à la façon dont une fillette avait démontré plus d'honnêteté et de soins véritables que la femme avec qui il partageait son lit. En rentrant chez lui, Lucie était anxieuse. « Où étais-tu ? J'étais inquiète. » Elle le serra dans ses bras avec une force excessive. « Je me promenais, j'essayais d'assimiler les changements de ma vue. »« Et comment vont tes yeux aujourd'hui ? » ?»« En fait, je crois qu'ils s'améliorent. » Lucie marqua une pause dans l'étreinte. Alexandre sentit la tension dans ses muscles. « S'améliore. Tant mieux. Mais nous ne devons pas être trop optimistes. Le médecin a dit qu'il peut y avoir des hauts et des bas. » « Quel médecin, Lucie ? » Le spécialiste. Le docteur Lefebvre. Tu te souviens ? Nous en avons parlé la semaine dernière. Alexandre ne se souvenait d'aucune conversation concernant un docteur Lefebvre.
Un mensonge de plus à ajouter au tas croissant. Pendant le dîner, il fit de nouveau semblant de manger toute la nourriture, mais en jeta secrètement la moitié. Il fit semblant d'utiliser les gouttes que Lucie insistait pour lui appliquer, mais cligna rapidement des yeux pour enlever le liquide. Le lendemain matin, sa vue était considérablement meilleure. Il put lire des documents de travail sans difficulté, ce qu'il n'avait pas fait depuis des mois. Lucie le remarqua immédiatement. « Tu as l'air plus alerte aujourd'hui. Je me sens mieux, à vrai dire. Peut-être est-il temps d'augmenter la dose des médicaments pour accélérer la récupération. » Alexandre sentit un frisson. « Augmenter la dose? Oui, mon amour. Si tu réagis bien, nous pouvons être plus agressifs avec le traitement. » Le mot agressif résonna de manière sinistre. Alexandre comprit que Lucie paniquait en voyant son amélioration. « En fait, je pense que nous devrions laisser les choses en l'état. Je ne veux pas forcer trop. » Le visage de Lucie se crispa un instant avant de reprendre son expression contrôlée. « Bien sûr, tu connais ton corps mieux que quiconque. » Mais Alexandre vit ce qui se passait réellement dans son esprit. Peur, désespoir et quelque chose de plus sombre qu'il préférait ne pas nommer. Cet après-midi-là, il retrouva Manon. Cette fois, elle avait apporté quelque chose avec elle. Un petit enregistreur qui semblait ancien mais fonctionnel. « Ma tante m'a donné ça quand mon père était malade pour enregistrer ses conversations avec les médecins au cas où j'oublierais quelque chose d'important. Pourquoi me montres-tu ça? Parce que vous pourriez avoir besoin d'enregistrer quelques conversations aussi. » La suggestion était simple, mais les implications étaient énormes. Alexandre regarda le petit appareil en pensant aux possibilités. « Manon, tu es très intelligente pour ton âge. J'ai dû l'être. Quand on perd ses parents tôt, on apprend à se débrouiller seul. » Alexandre sentit une pointe de tristesse pour l'enfance perdue de la fillette. « Comment tes parents sont-ils morts ?» Manon garda le silence un long moment. « Accident de voiture. Mais avant ça, mon papa est tombé très malade. Ma maman a dit que c'était un problème cardiaque. Ce n'est qu'après que nous avons découvert que ce n'était pas vrai. Ta maman a menti sur la maladie de ton papa. Elle voulait l'argent de l'assurance vie. Mais quand elle a découvert qu'elle ne l'obtiendrait pas, Manon fit une pause en déglutissant. Elle lui a dit de conduire cette nuit-là en sachant qu'il avait des vertiges à cause des faux médicaments. » Alexandre sentit son estomac se nouer. L'histoire de Manon était encore plus terrible qu'il ne l'avait imaginé. « Je suis désolé, Manon. C'est pourquoi je ne peux pas laisser cela se reproduire. Pas avec vous. » La détermination dans la voix de la fillette était à la fois inspirante et déchirante. Alexandre comprit que Manon n'essayait pas seulement de l'aider, elle essayait de corriger une injustice du passé. « Que penses-tu que je devrais faire ? Découvrir pourquoi votre femme fait cela. Il doit y avoir un motif. » Alexandre avait évité cette question, mais il savait que Manon avait raison. Lucie n'agissait pas par pure cruauté, elle avait un objectif. « As-tu une idée ? L'argent. C'est toujours l'argent, ou un autre homme. Parfois les deux. » L'honnêteté brutale de Manon frappa Alexandre. Il commença à considérer des possibilités qu'il avait inconsciemment rejetées. « Manon, sais-tu si ma femme, si elle a vu d'autres personnes ? Je ne sais pas, mais je peux le savoir. Je suis bonne pour observer sans être vue. » Alexandre hésita. Il ne semblait pas juste d'impliquer une fillette dans une enquête potentiellement dangereuse, mais Manon était déjà impliquée. Elle avait choisi de l'être. « Si tu découvres quelque chose, dis-le-moi, mais sois très prudente, d'accord ? Je le suis toujours. » Cette nuit-là, Alexandre décida de tester une théorie. Il annonça à Lucie qu'il devait voyager pour le travail pendant 3 jours afin de régler une affaire urgente avec un client important. « Voyager, Alexandre ? Tu peux à peine conduire en toute sécurité. C'est très dangereux. J'irai en avion et je prendrai un assistant avec moi. » Lucie se montra visiblement agitée. « Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Ton traitement ne peut pas être interrompu. Ce ne sont que 3 jours, mais les gouttes pour les yeux, les smoothies, je peux les emporter avec moi. Alexandre, s'il te plaît, reconsidère. Je peux venir avec toi? Non, Lucia. J'ai besoin de me concentrer sur les affaires et tu as tes propres engagements ici. » La discussion s'étendit pendant la nuit, Lucie utilisant tous les arguments possibles pour le faire changer d'avis. Son insistance était disproportionnée, confirmant les soupçons d'Alexandre. Le lendemain matin, il fit semblant de partir pour l'aéroport, mais en réalité, il s'installa dans un hôtel du centre-ville. De là, il observa sa propre maison et surveilla les mouvements de Lucie. Il ne tarda pas à voir des résultats. Le premier après-midi, une voiture inconnue s'arrêta devant sa maison. Un homme qu'Alexandre ne reconnut pas entra et resta plusieurs heures. Cher auditeur, si vous appréciez cette histoire, n'hésitez pas à laisser un j'aime et, surtout, à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup, nous qui débutons. Maintenant poursuivons. Alexandre ressentit un mélange de colère, de tristesse et d'un étrange soulagement. Colère pour la trahison, tristesse pour la fin d'un mariage qu'il avait cru sincère et soulagement d'avoir enfin des réponses concrètes. Le deuxième jour, le même homme revint.
Cette fois, Alexandre décida d'enquêter de plus près. Il suivit la voiture lorsqu'elle quitta sa maison et découvrit qu'elle se dirigeait vers un cabinet médical dans la vieille ville. « Docteur Serge Lefebvre » disait la discrète plaque sur la façade de l'immeuble. Alexandre nota le nom et l'adresse. Le troisième jour, au lieu de rentrer chez lui comme prévu, Alexandre alla chercher Manon au parc. Elle apparut rapidement comme si elle l'avait attendu. « Alors, vous avez découvert quelque chose ?» demanda-t-elle en s'asseyant à côté de lui sur le banc habituel. « Tu avais raison. Il y a un autre homme. » Manon hocha la tête avec gravité. « Je le savais, les femmes qui font ce genre de choses ont toujours un autre homme. Comment peux-tu être si sûre de ces choses, Manon? Tu n'es qu'une enfant. Parce que je l'ai déjà vu chez moi, tu te souviens? Et parce que je fais attention. Les adultes pensent parfois que les enfants ne comprennent rien. Alors ils parlent et agissent devant nous. » Alexandre étudia le visage sérieux de la fillette. « Qu'as-tu observé d'autre sur ma femme? Elle n'a pas l'air heureuse quand elle est avec vous. Elle semble impatiente, comme si elle faisait quelque chose qu'elle ne veut pas faire. » L'observation était douloureusement précise. Alexandre se rappela de petits moments, Lucie regardant sa montre pendant leur conversation, soupirant quand il demandait de l'aide, le sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Manon, j'ai besoin d'en savoir plus sur cet homme qui visite ma maison et sur la raison pour laquelle Lucie fait ça. Je peux aider. Je sais comment découvrir des choses sans que personne ne s'en rende compte. » Alexandre hésita de nouveau à impliquer la fillette, mais il réalisa qu'il avait besoin d'un allié. Et Manon s'était avérée plus fiable et perspicace que bien des adultes qu'il connaissait. « D'accord, mais promets-moi d'être très prudente. »« Je le promets. » Cet après-midi-là, Alexandre rentra chez lui. Lucie le reçut avec une accolade effusive, mais il remarqua la tension dans ses muscles, le soulagement exagéré dans sa voix. « Comment s'est passé ton voyage? Tu as l'air mieux? Ce fut productif, et ma vue semble vraiment s'améliorer. » De nouveau, cette contraction presque imperceptible sur le visage de Lucie. « Tant mieux, mais continuons le traitement. » Oui, nous ne pouvons pas prendre de risques. Pendant le dîner, Alexandre observa Lucie avec de nouveaux yeux. Il vit l'impatience déguisée, les regards furtifs vers son téléphone, la manière dont elle insistait obsessivement pour qu'il prenne ses médicaments. « Lucie, tu as été occupée pendant mon absence? » « Pas beaucoup, juste les choses normales. Nettoyage, courses, quelques amis. » « Quels amis ?» La question l'a pris par surprise. « Les mêmes que d'habitude. Béatrice, Sophie. » Alexandre connaissait les amis de Lucie. Il savait que Béatrice était en voyage depuis 1 mois et que Sophie avait déménagé dans un autre département. « Ah, Béatrice est déjà rentrée de voyage? » « Oui. » « Non. Je veux dire, nous avons parlé au téléphone. Encore des mensonges. » Alexandre ressentit une profonde tristesse en réalisant à quel point il était devenu facile pour Lucie de lui mentir. Le lendemain matin, il trouva Manon au parc. Elle avait des informations. « J'ai découvert le nom de l'homme. Le docteur Serge Lefebvre est médecin, mais pas le genre qui s'occupe des yeux. Il est plutôt médecin généraliste. Comment l'as-tu découvert? Je l'ai suivi jusqu'à un petit hôpital près de chez moi. J'ai demandé à une infirmière qui il était. » Alexandre fut impressionné par l'initiative de la fillette. Autre chose, il ne porte pas d'alliance, et quand il est sorti de chez vous hier, votre femme l'a embrassé sur la bouche. Alexandre serra involontairement les poings. Savoir de la trahison était une chose. Avoir des détails visuels en était une autre. Je suis désolé, monsieur Alexandre. Ce n'est pas ta faute, Manon. Tu m'aides à voir la vérité. Il y a une chose de plus. Ils ont parlé d'argent. J'étais caché près de la fenêtre de la cuisine et j'ai entendu une partie de la conversation. Alexandre se pencha en avant. Qu'as-tu entendu exactement? Votre femme a dit quelque chose comme ne pas pouvoir attendre beaucoup plus longtemps et que le plan devait s'accélérer. L'homme a parlé d'après le divorce et de diviser les biens. Les mots frappèrent Alexandre comme des coups de poing. Ce n'était pas seulement une aventure, c'était un plan élaboré pour détruire sa vie et voler sa fortune. Manon, c'est très sérieux. Il est peu, être temps de demander de l'aide à quelqu'un. Quel type d'aide? Alexandre réfléchit attentivement. Il ne voulait pas encore impliquer les autorités, pas sans preuves plus concrètes. Mais il avait besoin de soutien. Je connais un détective privé, quelqu'un de discret. Penses-tu que ce soit une bonne idée? Oui, mais en attendant, vous pouvez continuer à observer, bien sûr. Mais, monsieur Alexandre. Oui? Vous allez bien? Je veux dire, émotionnellement. La question de la fillette le toucha profondément. Une enfant de 10 ans se préoccupait de son bien, être émotionnel tandis que sa femme de 8 ans tentait de le détruire. Je ne sais pas, Manon. C'est beaucoup à digérer. Je comprends. Quand j'ai découvert pour ma maman, j'étais aussi très confuse. Avec courage et tristesse à la fois, Alexandre regarda la fillette avec une admiration renouvelée. Elle avait affronté des trahisons encore pires que la sienne et avait conservé non seulement sa lucidité, mais aussi sa compassion. Comment as-tu réussi à t'en sortir? Ma tante m'a aidé, et j'ai réalisé que je ne peux pas contrôler ce que les autres font, seulement comment je réagis.
La sagesse simple de Manon était plus réconfortante que tout conseil professionnel qu'Alexandre avait reçu. « Tu es très spécial, Manon. Vous aussi, c'est pourquoi j'essaye de vous aider. » Cet après-midi-là, Alexandre contacta Richard Martin, un détective privé qu'il avait utilisé des années auparavant pour vérifier l'aptitude de certains employés du groupe. Richard était discret, efficace et fiable. « Alexandre, cela faisait longtemps. Que puis-je faire pour vous ?» Richard le salua dans le petit café où ils se rencontrèrent. « Richard, j'ai besoin que tu enquêtes sur ma femme. » Richard hocha la tête, sans montrer de surprise. C'était un professionnel expérimenté. Soupçon d'infidélité? Ça et plus encore. Je crois qu'elle est impliquée dans un plan pour me nuire. Quel genre de plan? Alexandre raconta tout. Les problèmes de vision, les faux médicaments, le docteur Lefebvre, les conversations sur l'argent. Richard écouta sans interruption, prenant des notes occasionnelles. C'est une situation complexe, Alexandre. Il me faudra quelques jours pour rassembler des preuves solides. Combien de temps? Une semaine, peut être 2. Cela dépend de leur comportement. Richard, j'ai besoin que tu sois très discret. Si Lucie découvre que j'enquête, je comprends. Elle pourrait accélérer ses plans. Ne vous inquiétez pas, je suis un professionnel. Alexandre se sentit un peu soulagé d'avoir de l'aide professionnelle, mais aussi anxieux de ce que Richard pourrait découvrir. Les jours suivants, il maintint sa routine normale, continuant à faire semblant de prendre les médicaments et les gouttes pour les yeux. Sa vision continuait de s'améliorer, mais il prenait soin de ne pas le montrer clairement. Manon poursuivit ses observations. À chaque rencontre sur la place, elle avait de nouvelles informations. Le docteur Lefebvre visitait la maison 3 fois par semaine. Lucie sortait seule tous les jeudis après-midi, toujours vêtue de manière plus élégante que d'habitude. On les avait vus ensemble dans un restaurant de l'autre côté de la ville. « Monsieur Alexandre, puis-je vous demander quelque chose ?»« Bien sûr, Manon. Vous aimiez vraiment votre femme ?» La question le prit par surprise. « Pourquoi veux-tu savoir ? Parce que parfois les gens font de mauvaises choses, même quand ils sont aimés. Je veux comprendre pourquoi. » Alexandre réfléchit attentivement. « Oui, je l'aimais, ou je croyais l'aimer. Peut être que j'aimais, non pas la personne qu'elle était vraiment. » Exactement. Manon y réfléchit un instant. C'est triste quand les gens font semblant d'être différents de ce qu'ils sont. Toi, Manon, tu fais semblant d'être quelque chose que tu n'es pas? Parfois je fais semblant de ne pas me sentir seul, mais c'est différent. Je ne fais de mal à personne en faisant semblant. Alexandre ressentit une vague de tendresse pour la fillette. Sa maturité émotionnelle était extraordinaire, surtout compte tenu de tout ce qu'elle avait traversé. « Manon, une fois que tout cela sera terminé, aimerais-tu que je rencontre ta tante? Pourquoi? Parce que je pourrais être vous aider d'une manière ou d'une autre, en guise de remerciement pour tout ce que tu as fait pour moi. » Manon sembla mal à l'aise avec l'idée. « Ma tante n'aime pas beaucoup les gens riches. Elle pense qu'ils ne veulent que profiter. Pourquoi pense-t-elle cela? Parce que c'est déjà arrivé. Des gens ont offert de l'aide, et ensuite voulaient des choses en retour. De mauvaises choses. » Alexandre comprit la prudence. « Et tu me fais confiance ?» Manon l'étudia avec ses yeux sérieux. « Oui, vous êtes différent. Vous n'essayez pas de m'impressionner ou de me donner des choses pour que je vous aime. Vous me parlez juste comme si j'étais une personne normale. Tu es une personne normale, Manon. Une personne très spéciale, mais normale. » Cette semaine-là, Alexandre remarqua des changements subtils dans le comportement de Lucie. Elle semblait plus anxieuse, plus attentive à ses mouvements. Elle vérifiait s'il prenait vraiment les médicaments. Elle insistait pour l'accompagner à des engagements où il allait habituellement seul. « Alexandre, il peut être temps de chercher un autre spécialiste, quelqu'un avec plus d'expérience dans des cas comme le tien. Ma vue s'améliore. Lucie, pourquoi changer le traitement maintenant ? Parce que je veux m'assurer que tu reçois les meilleurs soins possibles. » Son insistance devenait désespérée. Alexandre perçut que Lucie paniquait parce que ses plans ne fonctionnaient pas comme elle l'espérait. « J'ai déjà pris rendez-vous avec un spécialiste dans une clinique privée. C'est pour demain. » Alexandre ressentit une alarme immédiate. « Quoi ? Le docteur Serge Lefebvre est très réputé. » Le nom confirma les pires craintes d'Alexandre. Lucie essayait de l'amener directement chez le complice. « Je ne peux pas demain. J'ai des réunions importantes. Alexandre, ta santé est plus importante que n'importe quelle réunion. Je peux le reporter à la semaine prochaine. Non, je veux dire, c'est difficile d'obtenir un rendez-vous avec lui. Nous ne pouvons pas gaspiller cette opportunité. » La véhémence de Lucie était terrifiante. Alexandre comprit qu'il était arrivé à un point critique. Lucie se préparait à accélérer drastiquement ses plans. « D'accord, Lucie. J'irai au rendez-vous. » Elle se détendit visiblement, mais Alexandre planifiait déjà son prochain coup. Il avait besoin de parler à Richard et Manon d'urgence. Cet après-midi-là, il trouva Richard à son bureau. « Alexandre, c'est bien que tu sois venu. J'ai des informations importantes. Moi aussi. Lucie essaye de me faire voir le docteur Lefebvre demain. » Richard ouvrit un dossier rempli de photographies et de documents. «
Alors, il vaut mieux que tu vois ça d'abord. Les photographies montraient Lucie et le docteur Lefebvre dans diverses situations intimes, dînant, se promenant main dans la main, s'embrassant passionnément dans une voiture. Les documents révélaient des informations encore plus troublantes. Lucie n'est pas celle que tu crois, Alexandre. Son vrai nom est Lucie Moreau. Elle s'est déjà mariée 3 fois auparavant. Alexandre sentit le monde tourner 3 fois, et les 3 maris précédents sont morts dans des circonstances douteuses. L'un apparemment d'une crise cardiaque, un autre dans un accident de voiture, le 3e de problèmes rénaux soudains. Mon Dieu, elle a hérité de fortunes considérables de chacun d'eux, et il y avait toujours un médecin impliqué qui certifiait les causes naturelles des décès. Alexandre s'appuya sur sa chaise, essayant de traiter l'information. Le docteur Lefebvre était impliqué dans au moins 2 des cas précédents. Ils ont une association de longue date. Richard, que dois-je faire? Elle essaye de me faire voir en consultation avec lui demain. N'y aller sous aucun prétexte. Selon le schéma établi, il est probable qu'il prépare quelque chose de drastique. Alexandre ressentit une peur réelle pour la première fois. Ce n'était plus seulement une question d'argent ou de trahison. Sa vie était en danger. J'ai besoin de prévenir quelqu'un à ce sujet. Je prépare déjà un dossier complet pour les autorités. Mais Alexandre, tu dois quitter la maison ce soir. Et où aller? Hôtel? Chez des amis? N'importe quel endroit sûr. Juste le temps que nous puissions régler cela officiellement. Alexandre accepta, mais il voulut d'abord rencontrer Manon une dernière fois. Il devait la remercier et lui expliquer qu'il ne pourrait plus la rencontrer sur la place pendant quelques jours. Sur la place, Manon remarqua immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Monsieur Alexandre, vous avez peur ?»« Oui, Manon. J'ai découvert que la situation est bien pire que nous le pensions. » Il lui raconta les découvertes de Richard, omettant évidemment les détails les plus terrifiants. Même ainsi, Manon comprit la gravité. « Alors, votre femme est une très mauvaise personne. »« Oui, et cela signifie que je ne pourrai pas venir sur la place pendant un certain temps. Ce n'est pas sûr. » Manon sembla triste, mais hocha la tête avec compréhension. « Vous allez bien? Je le serai. Grâce à toi, Manon. Si tu ne m'avais pas alerté, je savais que quelque chose n'allait pas. Les adultes ne font parfois pas attention à l'évidence. » Alexandre sourit pour la première fois depuis des jours. « Tu m'as sauvé, tu sais. Et vous m'avez fait me sentir importante. Personne n'avait jamais écouté mes idées auparavant. Tes idées sont précieuses, Manon. Ne l'oublie jamais. » Ils se dirent au revoir avec une accolade. Alexandre promit de revenir quand tout serait réglé. Cette nuit-là, Alexandre prépara discrètement une petite valise. Quand Lucie prenait son bain, il appela un hôtel du centre-ville et fit une réservation. Pendant le dîner, Lucie fut particulièrement attentive, insistant pour qu'il mange bien et prenne tous ses médicaments. « Demain sera un jour important, Alexandre. Le docteur Lefebvre est vraiment le meilleur spécialiste de la région. J'ai hâte de le rencontrer. Il prendra très bien soin de toi. J'en suis absolument certaine. » Il y avait quelque chose de sinistre dans la façon dont elle le dit, une certitude qui allait au-delà de la confiance médicale normale. Vers 2 heures du matin, alors que Lucie dormait profondément, Alexandre quitta silencieusement la maison. Il n'emporta que l'essentiel et se rendit en voiture à l'hôtel. Dans la chambre, il appela Richard. « Alexandre, il est très tard. Richard, j'ai quitté la maison. Je suis dans un hôtel. C'était la bonne décision. J'ai d'autres informations troublantes. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Le docteur Lefebvre n'est pas seulement un complice. Il est le cerveau de toute l'opération. Lucie n'est que l'appât. Ils ont un réseau de femmes qui séduisent et épousent des hommes riches. Et Lefebvre fournit les moyens médicaux pour éliminer les obstacles. Alexandre sentit des nausées. Combien de personnes ont-ils tué? Nous enquêtons sur au moins 8 cas au cours des 15 dernières années. Tous des hommes riches, tous avec des problèmes de santé soudains et inexpliqués. J'ai besoin de prévenir les autorités maintenant. Je suis déjà en contact avec eux. Demain matin, quand Lucie se rendra compte que tu as disparu, ils surveilleront tous ses mouvements. » Alexandre passa la nuit sans dormir, traitant l'ampleur de ce qu'il avait découvert. Sa femme n'était pas seulement une femme infidèle, elle faisait partie d'une opération criminelle sophistiquée. Le lendemain matin, son téléphone sonna sans cesse. Lucie, évidemment paniquée. « Alexandre, où es-tu? Je me suis réveillé et tu n'étais pas là. J'ai dû partir tôt pour régler une urgence au travail. »« Quelle urgence? Pourquoi ne m'as-tu pas réveillé? Je ne voulais pas te déranger. »« Alexandre, tu dois rentrer à la maison maintenant. La consultation avec le docteur Lefebvre est dans 2 heures. Je vais devoir annuler cette urgence. Ça va me prendre toute la journée. » Le silence à l'autre bout de la ligne fut long et tendu. « Alexandre, ça ne peut pas attendre. Ta santé. »« Ma santé va bien, Lucie. En fait, ma vue est bien meilleure. » Un autre silence. Alexandre pouvait presque entendre la panique grandir. « Meilleur? Comment ça, meilleur? Je peux voir clairement. Mieux que depuis des mois. C'est impossible. Le docteur Lefebvre doit examiner immédiatement. Ce pourrait être un symptôme dangereux. » Le désespoir dans sa voix était palpable.
Lucie, je dois raccrocher maintenant. Alexandre, ne raccroche pas. Rentre à la maison maintenant. Alexandre raccrocha et éteignit immédiatement son téléphone. 1 heure plus tard, Richard appela d'un autre numéro. Alexandre, il faut que tu vois ça. Lucie et Lefebvre se sont rencontrés ce matin. Ils sont en panique totale. Que font-ils? Ils prévoient de quitter la ville cet après-midi. Alexandre ressentit un soulagement et une colère simultanée. Soulagement d'être en sécurité, colère d'avoir été si trompé. Les autorités sont prêtes à agir? Oui, ils vont les intercepter sur la route. Et les preuves? Nous avons tout ce dont nous avons besoin. Documents, photographies, déclarations et, le plus important, des échantillons des médicaments qu'elle te donnait. Alexandre passa la journée à l'hôtel, attendant des nouvelles. Vers 18 heures, Richard appela. « C'est fait, Alexandre. Ils ont été arrêtés alors qu'ils tentaient de quitter la ville. Et maintenant? Maintenant tu peux rentrer chez toi, mais tu veux d'abord voir leur confession ?» Alexandre hésita. Une partie de lui voulait comprendre parfaitement ce qui s'était passé, mais une autre voulait juste oublier. Être plus tard, d'abord j'ai une chose à faire. Il se rendit directement sur la place. Manon était là, comme toujours, assise sur le banc habituel. « Monsieur Alexandre, vous allez bien ?»« Oui, Manon, grâce à toi. Que s'est-il passé avec ta femme? Elle ne dérangera plus personne. Elle et l'homme qui l'aidait ont été arrêtés. » Manon hocha la tête avec gravité. C'était la bonne chose à faire. « Manon, j'ai une proposition pour toi. » « Quel genre de proposition ?» Alexandre s'agenouilla pour être à la hauteur des yeux de la fillette. « J'aimerais rencontrer ta tante. Je veux t'offrir une bourse d'études dans une école privée et un meilleur emploi pour ta tante, si elle le souhaite. » Manon le regarda avec méfiance. « Pourquoi ? » ?»« Parce que tu m'as sauvé la vie et parce que tout le monde mérite une chance d'avoir une vie meilleure. Et qu'est-ce que vous voulez en échange ?» La question montrait la sagesse d'une fillette qui avait appris que rien dans la vie n'était gratuit. « Rien, Manon. Absolument rien. Je veux juste m'assurer que tu es en sécurité et que tu as des opportunités. » Manon étudia son visage un long moment. « Ma tante pourrait ne pas accepter. Alors, nous allons lui parler ensemble. Tu peux lui expliquer comment nous nous sommes rencontrés. Et si elle ne croit pas l'histoire, nous avons des preuves, tu te souviens? » L'enquêteur a tout documenté. Manon sourit pour la première fois depuis qu'Alexandre la connaissait. Un sourire authentique et enfantin qui illumina tout son visage. « D'accord, allons parler à tante Laetitia. » Ils marchèrent ensemble jusqu'à la maison simple où Manon vivait avec sa tante. Laetitia était une femme d'environ 40 ans, les cheveux poivre et sel attachés en arrière, les mains cailleuses par le travail acharné. Ses vêtements étaient propres mais usés, et il y avait une tristesse résiduelle dans ses yeux. Alexandre se présenta poliment et expliqua la situation avec Manon, ajoutant des détails si nécessaire. Laetitia écouta tout avec une incrédulité croissante. « Vous êtes en train de dire que ma nièce a découvert que votre femme essayait de vous empoisonner? »« Oui, madame. Et grâce à son intelligence et à son courage, j'ai pu découvrir la vérité à temps. » Laetitia regarda Manon avec un mélange de fierté et d'inquiétude. « Manon, c'est vrai? Oui, tante. J'ai vu des choses étranges et j'ai décidé d'enquêter. Comme vous le dites toujours, nous devons aider les gens quand nous le pouvons. » Laetitia se tourna vers Alexandre. « Et qu'est-ce que vous voulez offrir en échange? » « Une bourse complète pour Manon dans la meilleure école privée de la ville. Et si vous acceptez, un poste de superviseur de nettoyage dans mon entreprise avec un salaire décent et tous les avantages. Pourquoi feriez-vous cela? Parce que votre nièce m'a sauvé la vie et parce que vous méritez mieux que la lutte constante pour survivre. » Laetitia garda le silence un long moment, étudiant Alexandre attentivement. « Vous ne voulez rien en retour, juste la satisfaction de savoir que je fais ce qui est juste. Et si nous décidons que nous ne voulons pas de votre aide, alors je respecterai votre décision et ne vous dérangerai plus jamais. » Laetitia regarda Manon qui attendait avec impatience la réponse de sa tante. « Manon, qu'en penses-tu? Je crois que monsieur Alexandre est une bonne personne, tante, et je crois que nous méritons une chance d'avoir une vie plus facile. » Laetitia hocha lentement la tête. « Très bien, nous accepterons votre offre, mais avec des conditions. » « Quelles conditions? Premièrement, si à tout moment nous nous rendons compte qu'il y a des arrière-pensées, nous arrêtons tout immédiatement. Deuxièmement, Manon continue de vivre avec moi, peu importe à quel point sa vie s'améliore. Troisièmement, nous ne voulons pas de charité, nous voulons une opportunité. Si je ne suis pas assez bonne dans le travail, vous pouvez me licencier. » Alexandre sourit. « J'accepte toutes les conditions en fait, je les respecte. » Au cours des mois qui suivirent, la vie de tous changea radicalement. Manon s'adapta rapidement à sa nouvelle école, faisant preuve d'une intelligence exceptionnelle qui impressionna tous les professeurs. Laetitia se révéla être une superviseure naturelle, organisant l'équipe de nettoyage avec une efficacité qui surprit même Alexandre. Lucie et le docteur Lefebvre furent condamnés pour de multiples chefs d'accusation,
y compris tentatives de meurtre et fraude. L'enquête révéla leur participation à un réseau criminel qui opérait depuis plus d'une décennie. Alexandre, libéré de la manipulation constante, redécouvrit des passions et des intérêts qu'il avait négligés. Il commença à passer plus de temps à des activités qui comptaient vraiment pour lui, y compris le bénévolat auprès d'enfants en difficulté. Sa relation avec Manon et Laetitia évolua de la gratitude à une amitié sincère. Elles devinrent une partie de sa vie d'une manière qu'il n'avait jamais connue avec Lucie, une présence chaleureuse et honnête au lieu d'une manipulation subtile. 1 an après l'arrestation de Lucie, Alexandre organisa un petit dîner pour célébrer l'anniversaire de Manon. Laetitia avait préparé un gâteau fait maison et Alexandre apporta des cadeaux soigneusement choisis, des livres, du matériel d'art et un joli journal intime. « Pourquoi ai-je besoin d'un journal intime ?» demanda Manon en feuilletant les pages blanches. « Pour écrire tes observations sur les gens et le monde. Tu as des idées précieuses qui méritent d'être enregistrées. Pensez-vous que d'autres personnes seraient intéressées par mes observations? J'en suis absolument certain. » Laetitia sourit en voyant la confiance de la fillette grandir. Manon a toujours été observatrice. Quand elle était petite, elle me racontait des détails sur les voisins que je n'avais jamais remarqués. « C'est un talent rare, » dit Alexandre. La capacité de voir au-delà des apparences, de percevoir des vérités que d'autres ignorent. Manon rougit de honte, mais était clairement satisfaite du compliment. Pendant la fête, Alexandre réfléchit à la façon dont sa vie avait changé. 1 an auparavant, il était marié à une femme qui planifiait sa mort, isolé des relations authentiques, vivant une vie qu'il percevait maintenant comme un mensonge soigneusement construit. Maintenant, il était entouré de personnes qui se souciaient vraiment de lui, engagé dans un travail significatif, et plus heureux qu'il ne l'avait été depuis des années. « Monsieur Alexandre, » dit Manon pendant le dessert, « puis-je vous poser une question personnelle? Bien sûr. Regrettez-vous d'avoir épousé votre ex-femme? » La question était typique de Manon, directe, perspicace et un peu gênante. Alexandre réfléchit attentivement. « C'est une question intéressante, Manon. D'un côté, ce fut une expérience terrible qui aurait pu très mal finir. D'un autre côté, si je n'avais pas traversé cela, je ne vous aurais jamais rencontré, vous deux. Alors vous ne regrettez pas? Je regrette d'avoir été naïf. Je regrette de ne pas avoir fait attention aux signaux d'alarme, mais je ne regrette pas le chemin qui m'a mené jusqu'ici. » Laetitia intervint. « Parfois, les pires expériences nous enseignent les leçons les plus importantes. » « Exactement, » acquiesça Alexandre. « Et parfois, nous devons affronter l'obscurité pour vraiment apprécier la lumière. » Manon hocha la tête avec gravité, comme si elle enregistrait l'observation dans son esprit. Des mois plus tard, Alexandre reçut un appel inattendu de Richard. « Alexandre, il faut que tu saches quelque chose. Lucie essaie de te contacter depuis la prison. Que veut-elle? Elle prétend avoir des informations importantes sur d'autres cas similaires. Elle veut faire un marché en échange d'une peine réduite. » Alexandre ressentit un mélange de curiosité et de répulsion. Quel genre d'informations? Des noms d'autres victimes, des détails sur le réseau criminel, l'emplacement de biens volés. Des choses qui pourraient aider la police à résoudre d'anciennes affaires. Et elle veut me parler, spécifiquement à moi? Alexandre rit ironiquement. Elle ne fait confiance à personne, Richard. C'est juste une autre manipulation, probablement. Mais il pourrait y avoir des informations précieuses. Que recommandes-tu? Si tu es émotionnellement prêt, cela pourrait valoir la peine d'écouter au moins ce qu'elle a à dire, évidemment avec toutes les précautions de sécurité. Alexandre discuta de la situation avec Manon lors d'une de leurs rencontres régulières sur la place. La fillette, maintenant âgée de 11 ans, avait développé une perspicacité encore plus aiguisée. « Que penses-tu que je devrais faire, Manon? Cela dépend de ce que vous voulez accomplir. Comment ça? Si vous voulez juste passer à autre chose et oublier, vous ne devriez pas lui parler. Si vous voulez aider d'autres personnes qui ont pu traverser la même chose, vous devriez être écouté. Et quelle serait, selon toi, la bonne décision? » Manon réfléchit un instant. « Vous vous souvenez quand j'ai dû décider si je vous racontais pour votre femme? Je m'en souviens. J'aurais pu me taire et continuer ma vie, mais je savais que d'autres personnes pourraient être blessées si je ne faisais rien. » Alexandre comprit l'analogie. « Tu es en train de dire que j'ai une responsabilité envers d'autres victimes potentielles? Je dis que vous devez décider quel genre de personne vous voulez être. » La sagesse simple de Manon était, comme toujours, profonde et directe. Alexandre décida d'accepter la rencontre avec Lucie, mais avec des conditions rigoureuses. Ce serait à la prison, en présence des autorités et entièrement enregistré. Le jour de la rencontre arriva, froid et pluvieux. Alexandre entra dans la salle de visite de la prison avec un mélange d'anxiété et de détermination. Lucie l'attendait, vêtue de l'uniforme orange de la prison, avec une apparence très différente de la femme élégante qu'il avait connue. « Alexandre, » dit-elle quand il s'assit en face d'elle, « merci d'être venu. Je ne suis pas venu pour toi, Lucie.
Je suis venu pour les autres personnes que toi et tes complices avez pu blesser. » Lucie hocha la tête, semblant accepter la dureté du ton. « Je comprends et tu as raison de ne pas me faire confiance. Qu'as-tu à me dire ? D'abord, je veux que tu saches que j'ai vraiment appris à me soucier de toi, pas au début, mais avec le temps. Lucie, je ne suis pas là pour une conversation émotionnelle. Tu as dit que tu avais des informations importantes. » Elle soupira. « Tu as raison. Le docteur Lefebvre et moi faisions partie d'une opération qui a commencé il y a plus de 15 ans. Nous n'étions pas les seuls. Il y avait au moins 6 équipes similaires opérant dans différentes régions du pays. » Alexandre se pencha en avant. C'était une information précieuse. Combien de victimes en tout ? Je ne sais pas le nombre exact, mais notre équipe était responsable de 8 cas confirmés avant le tien. Les autres équipes peuvent être 50 ou plus au fil des ans. Les chiffres étaient choquants. Alexandre sentit des nausées en pensant à tant de vies perdues. « As-tu des noms ? Des preuves ? J'ai quelques noms, des dates, des lieux, et je sais où sont conservés certains documents que Lefebvre a cachés. Pourquoi me racontes-tu cela maintenant ?» Lucie hésita. « Parce que j'ai peur. Les dirigeants de l'opération n'aiment pas les témoins vivants, même en prison. Je ne me sens pas en sécurité. Et tu penses que coopérer te protégera ? J'espère. » Elle fit une pause, regardant directement Alexandre. « Et parce qu'une partie de moi veut vraiment faire ce qui est juste, au moins une fois. » Alexandre étudia son visage, cherchant des signes de manipulation. Il y avait quelque chose de différent chez Lucie, une vulnérabilité qu'il n'avait jamais vue auparavant. « Si tu veux vraiment faire ce qui est juste, tu me donneras toutes les informations que tu as, sans condition. Je le ferai, mais Alexandre, je dois te dire que ce n'a jamais été personnel. J'ai été recruté pour ce travail quand j'étais désespéré. Mes propres parents ont été victimes d'une fraude similaire et j'ai fini par vivre dans la rue pendant mon adolescence. » La révélation surprit Alexandre. « Tu as été victime avant de devenir coupable. » « Oui, Lefebvre m'a trouvé quand j'avais 17 ans, sans argent, sans famille, sans perspective. Il m'a offert une vie meilleure en échange de faire certaines choses. Cela ne justifie pas ce que tu as fait, Lucie. Cela ne le justifie pas, mais cela explique comment j'ai commencé et cela explique pourquoi, quand je t'ai rencontré pour la première fois, je me suis demandé si je voulais continuer à faire cela. » Alexandre sentit une pointe de tristesse, non pour Lucie, mais pour la jeune femme désespérée qu'elle avait été. « Si tu l'as vraiment remis en question, pourquoi as-tu continué ? » « Parce que j'avais très peur. De mauvaises choses sont arrivées aux personnes qui ont essayé de quitter l'opération. » Alexandre passa les 2 heures suivantes à écouter Lucie révéler des détails sur le réseau criminel. Nom, lieu, méthode, hiérarchie. La complexité de l'opération était effrayante. À la fin, Alexandre se leva pour partir. « Alexandre, » appela Lucie. « Comment va ta vue ? » « Complètement normal, sans effet permanent. Je suis contente. J'ai réduit les doses au cours des dernières semaines avant que tu ne le découvres. » « Je ne pouvais plus. » Alexandre l'interrompit. « Lucie, n'essaie pas de transformer ça en quelque chose de noble. Tu as juste arrêté parce que tu perdais le contrôle de la situation. Ai-je finalement trouvé un peu d'humanité que je pensais avoir perdu. » Alexandre la regarda une dernière fois. « J'espère que c'est vrai, Lucie. Pour ton propre bien. » Elle hocha la tête, des larmes commençant à se former dans ses yeux. « Prends bien soin de toi, Alexandre. Et merci de m'avoir écouté. » Alexandre quitta la prison avec des sentiments mitigés. Les informations fournies par Lucie aideraient à démanteler un vaste réseau criminel et potentiellement à sauver des vies futures. Mais cela le força également à affronter la complexité de la nature humaine, les circonstances qui transforment les victimes en coupables. Au cours des mois suivants, les informations de Lucie aboutirent à de multiples arrestations dans tout le pays. Des dizaines d'affaires non résolues furent ouvertes. Des familles obtinrent enfin des réponses concernant la perte de leurs proches. Alexandre suivit les développements par l'intermédiaire de Richard, mais tenta principalement de se concentrer sur les aspects positifs de sa nouvelle vie. Manon continua de s'épanouir académiquement. Ses notes étaient exceptionnelles et elle avait développé un intérêt particulier pour la psychologie et le travail social. « Je veux aider des enfants comme moi », dit-elle à Alexandre lors d'une de leurs conversations. « Des enfants qui ont perdu leurs parents ou qui sont dans des situations difficiles. Tu serais excellente dans ce travail, » répondit Alexandre. « Tu as une empathie naturelle et tu comprends ce qu'il faut pour surmonter les adversités. Je l'ai appris en vous observant, vous et tante Laetitia. Vous m'avez montré qu'il est possible de créer une famille choisie quand la famille biologique n'est pas disponible. » L'observation toucha profondément Alexandre. « Manon, tu sais que Laetitia et toi êtes aussi devenus ma famille, n'est-ce pas ? » « Je le savais, sourit-elle. Mais c'est bon de vous l'entendre dire. Laetitia avait également trouvé sa place dans le monde professionnel. Son efficacité et son leadership naturel avaient été remarqués, et Alexandre la promut au poste de directrice des opérations de tout le groupe. « Je n'aurais jamais imaginé être capable de gérer autant de personnes », confia Laetitia à Alexandre
lors d'une réunion d'évaluation. Tu as toujours eu ces compétences, Laetitia. Il te fallait juste une opportunité pour les démontrer. Et vous nous avez donné cette opportunité alors que vous n'aviez aucune obligation de le faire. En réalité, j'avais toutes les obligations. Manon m'a sauvé la vie. C'était le moins que je puisse faire. Laetitia sourit. Vous savez que cela va bien au-delà de l'obligation, Alexandre. Vous vous souciez sincèrement de nous. Alexandre hocha la tête. Vous êtes ma famille. Bien sûr que je m'en soucie. 2 ans après l'arrestation de Lucie, Alexandre reçut une lettre inattendue. C'était de Lucie, mais le ton était complètement différent de toute communication antérieure. « Alexandre, disait la lettre, j'espère que vous allez bien et que vous êtes heureux. Je vous écris pour vous faire part de quelques nouvelles. Je participe à un programme de réadaptation en prison, axé sur l'aide aux autres détenus qui ont été victimes d'abus avant de devenir coupables. C'est un travail difficile mais gratifiant. Pour la première fois depuis des années, je sens que je fais quelque chose de vraiment utile. Je veux aussi que vous sachiez que les informations que j'ai fournies ont abouti à l'arrestation de 14 autres personnes impliquées dans le réseau, y compris les principaux dirigeants. D'après ce que j'ai compris, cela a effectivement démantelé toute l'opération. Je ne demande pas pardon car je sais que je ne le mérite pas, mais je voulais que vous sachiez que notre dernière conversation a changé quelque chose en moi. Vous m'avez obligé à affronter qui j'étais vraiment. Et cela m'a donné le courage d'essayer d'être quelqu'un de meilleur. J'espère que vous avez trouvé le bonheur que vous méritez, et si jamais vous voulez savoir comment se déroulent mes efforts de réadaptation, je serai honoré de les partager. Avec respect et gratitude sincère, Lucie, PS. Alexandre, j'ai appris par des articles de journaux votre travail avec les enfants en difficulté et le livre que vous avez écrit. Je suis sincèrement heureuse de savoir que vous avez trouvé un sens et de la joie. Après avoir lu la lettre, la famille s'assit pour en discuter. Qu'en pensez-vous ? Demanda Alexandre. Laetitia prit la parole la première. Elle semble sincère et c'est bien de savoir qu'elle utilise son expérience pour aider d'autres personnes. Manon hocha la tête. Je suis d'accord et j'aime l'idée que notre histoire ait eu un impact positif au-delà de nos propres vies. Pensez-vous que je devrais répondre ? Seulement si tu veux, dit Laetitia. Tu n'as aucune obligation envers elle. Alexandre réfléchit quelques instants. Je pense que j'enverrai une brève réponse reconnaissant ses efforts et lui souhaitant du succès dans son travail. C'est une réponse compatissante, dit Manon, et la compassion a toujours été l'une de vos meilleures qualités, papa. Alexandre écrivit une courte lettre, cordiale mais distante, reconnaissant le travail de Lucie et lui souhaitant le meilleur dans ses efforts de réadaptation. Ce fut la dernière communication qu'ils eurent. Les années d'université de Manon passèrent rapidement. Elle obtint son diplôme avec mention, rédigea un mémoire sur des modèles innovants de protection de l'enfance et fut acceptée dans plusieurs programmes de 3e cycle prestigieux. À la surprise d'Alexandre, elle choisit de poursuivre ses études à l'université locale. « Pourquoi ne pas accepter l'une des offres d'université plus renommées ?» demanda Alexandre. « Parce que je veux travailler dans cette communauté, papa. Cet endroit m'a donné une seconde chance, et je veux rendre l'appareil ici. Mais tu pourrais acquérir plus d'expérience dans un programme plus compétitif. L'expérience n'est pas seulement le prestige académique, c'est l'impact réel et je peux avoir plus d'impact en travaillant dans une communauté que je connais bien. » Alexandre comprit et respecta la décision. Il était typique de Manon de choisir le sens plutôt que le prestige. Pendant ses études de 3e cycle, Manon développa un programme pilote de mentorat qui associait des enfants en difficulté à des mentors adultes ayant surmonté des circonstances similaires. « L'idée est basée sur notre propre expérience », expliqua-t-elle à Alexandre. Parfois, la personne la plus qualifiée pour aider quelqu'un est une autre personne qui a vécu la même chose. Le programme rencontra un succès incroyable et fut finalement adopté par plusieurs organisations de la région. Lorsque Manon obtint sa maîtrise en travail social, toute la famille était présente à la cérémonie de remise des diplômes. Alexandre n'avait jamais été aussi fier. « Mesdames et messieurs », annonça le directeur du programme. Notre major de promotion est Manon Dubois, qui a développé le programme de mentorat Seconde Famille, qui a déjà touché plus de 100 enfants dans notre région. Manon monta sur scène avec confiance et grâce. Son discours porta sur les secondes chances, la famille choisie et l'importance de transformer les expériences personnelles en outils pour aider les autres. Quand j'étais enfant, dit-elle, je pensais que mon histoire était écrite par des personnes qui s'en fichaient. J'ai appris que nous pouvons choisir les auteurs de nos propres histoires. Ma famille choisie m'a appris que l'amour ne concerne pas la perfection ou les circonstances idéales. L'amour concerne le fait de choisir d'être présent pour quelqu'un chaque jour, surtout quand c'est difficile. Chacun de vous a la capacité d'être une seconde chance dans la vie de quelqu'un. Parfois, cela signifie adopter officiellement, parfois cela signifie le mentorat, parfois cela signifie simplement être une présence constante et aimante dans la vie d'un enfant. Ne sous-estimez pas le pouvoir de choisir de se soucier de quelqu'un. Ce choix peut littéralement sauver des vies.
L'auditoire se leva pour une ovation prolongée. Alexandre, Laetitia et Albert pleuraient de fierté. Après la cérémonie, une femme âgée s'approcha de Manon. « Chère, je suis directrice d'une organisation nationale de protection de l'enfance. J'aimerais discuter avec vous de l'expansion de votre programme à l'échelle nationale. » Manon regarda Alexandre avant de répondre. « Je serais honoré de discuter, mais permettez-moi de clarifier quelque chose. Mon travail est basé sur la communauté. Toute expansion devrait maintenir cette approche locale. » La femme sourit. Exactement l'attitude que nous espérions entendre. Au cours des mois suivants, Manon travailla avec l'organisation pour développer un modèle qui pourrait être reproduit dans différentes communautés en maintenant l'accent sur la connexion personnelle et l'impact local. Alexandre observait avec admiration comment sa fille naviguait ses opportunités professionnelles en conservant ses valeurs fondamentales. « Tu n'es pas tenté d'accepter des offres de grandes villes ou de salaires plus élevés ?» lui demanda-t-il lors d'un dîner en famille. « Bien sûr, il y a des moments de tentation, admit Manon. Mais je reviens toujours à la question fondamentale. Où puis-je générer le plus grand impact réel? Et la réponse est toujours ici, pour l'instant oui. Et honnêtement, papa, une partie de la raison est que je ne veux pas m'éloigner de notre famille. Vous êtes ma base, ma source de force. » Laetitia sourit. « Nous serons toujours là pour toi, ma chère, mais nous ne voulons pas que notre présence te limite. Vous ne me limitez pas, vous me donnez du pouvoir. Il y a une différence importante. Cette nuit-là, après que Manon fut rentrée chez elle, elle avait déménagé dans un petit appartement confortable près de son bureau. Alexandre et Laetitia parlèrent de son évolution. « Parfois, il est difficile de croire que c'est la même fillette effrayée que nous avons rencontrée il y a plus de 10 ans, observa Laetitia. « Son essence a toujours été spéciale, répondit Alexandre. Elle avait juste besoin de stabilité et d'amour pour s'épanouir pleinement. Penses-tu que nous avons fait du bon travail en tant que parents ?» Alexandre rit. « Laetitia, regarde-la. Elle est compatissante, intelligente, dévouée à aider les autres et heureuse. Je pense que nous avons fait un travail exceptionnel. Ce n'était pas toujours facile. Les meilleures choses de la vie sont rarement faciles, mais elles ont toujours été gratifiantes. » Laetitia hocha la tête en souriant. « Je ne regrette aucune de nos décisions. Moi non plus. » L'automne suivant, Manon annonça qu'elle sortait sérieusement avec quelqu'un. « Il s'appelle Didier », dit-elle, lors du déjeuner du dimanche. « Il est aussi travailleur social. Il travaille avec des adolescents en situation de rue. »« Comment vous êtes-vous rencontrés ?» demanda Alexandre. « Par le travail, nos programmes se recoupent et nous avons commencé à collaborer sur certains cas. L'amitié a évolué naturellement. »« Et il connaît notre histoire familiale ?» demanda Laetitia. « Il sait tout et comprend, et respecte complètement nos liens. En fait, il veut vous rencontrer. » Alexandre et Laetitia échangèrent des regards d'approbation. Toute personne que Manon choisirait devrait comprendre et accepter l'importance de sa famille. « Quand pouvons-nous le rencontrer ?» demanda Alexandre. « Que diriez-vous de dimanche prochain ? Je peux l'amener déjeuner ?» Quand ils rencontrèrent Didier, Alexandre et Laetitia l'apprécièrent immédiatement. Il était sincère, respectueux et clairement dévoué à Manon. Plus important encore, il montra un intérêt sincère pour l'histoire familiale et un respect pour les expériences qui les avaient façonnées. « Manon m'a raconté comment vous vous êtes rencontrés ?» dit Didier à Alexandre. « Son courage à enquêter sur la situation et votre générosité à inclure Manon et Laetitia dans votre vie sont inspirants. »« Manon m'a sauvé la vie, » répondit Alexandre. « Tout ce que j'ai fait pour elle était peu en comparaison. Mais vous avez choisi de faire bien plus que le strict minimum nécessaire. Cela en dit long sur votre caractère. » Alexandre apprécia la réponse réfléchie de Didier. Pendant le déjeuner, Didier partagea également sa propre histoire. « J'ai grandi en foyer d'accueil, » dit-il. « Je n'ai jamais eu la stabilité que Manon a trouvée avec vous. C'est en partie la raison pour laquelle je travaille avec des adolescents dans des situations similaires. »« Vous n'avez jamais eu de famille stable ?» demanda Laetitia. « Pas de façon permanente. Certaines familles temporaires étaient gentilles, d'autres moins. J'ai appris à dépendre principalement de moi-même. » Alexandre ressentit une compassion immédiate pour le jeune homme. « Et maintenant, tu sens que tu as une famille ?» Didier regarda Manon avec tendresse. « J'apprends ce que signifie avoir des gens qui se soucient sincèrement de moi. Manon m'apprend cela. » L'honnêteté vulnérable de Didier impressionna toute la famille. Après que Didier et Manon furent partis, Alexandre et Laetitia parlèrent de lui. « Qu'en pensez-vous » demanda Alexandre. « Il me plaît, » dit Laetitia immédiatement. « Il est sincère, il a des valeurs similaires aux nôtres, et il aime clairement Manon. Je suis d'accord et j'aime qu'il comprenne la valeur de la famille choisie compte tenu de sa propre expérience. Je crois que Manon a bien choisi. » Alexandre hocha la tête. « Elle a toujours été douée pour identifier le caractère authentique des gens. Fin de l'histoire. Ceci est une histoire fictive créée pour toucher nos cœurs. Maintenant, dites-nous ce que vous en avez pensé. Pensez-vous qu'Alexandre a pris les bonnes décisions ?»
Quelles leçons de cette histoire vous ont le plus touché? Partagez avec nous dans les commentaires vos réflexions sur la famille et les secondes chances et le courage de faire de nouveau confiance. Votre opinion est très importante pour nous. N'oubliez pas de laisser un j'aime et surtout de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune autre histoire émouvante que nous préparons pour vous.